Dans tous les pays où le variant Omicron a fait son apparition, c'est la course à la vaccination avant la fin de l'année. 18 années de prison pour trouble à l'ordre public, c'est la peine dont a écopé Sergueï Tikhanovski, l'un des principaux opposants au Bélarus. Alors que les soldats russes continuent de se déployer en masse près de la frontière ukrainienne, Vladimir Poutine exige des négociations immédiates avec l'OTAN et les États-Unis. Le raz-de-marée Omicron, comme l'appelle le Premier ministre britannique, submerge le Royaume-Uni et tous les adultes doivent obtenir une dose de rappel avant la fin du mois. De longues files d'attente se sont formées hier devant les centres de vaccination et des centaines de militaires ont été mobilisés pour gérer l'affluence et aider le personnel sanitaire. Tandis qu'au Parlement, ces nouvelles mesures font l'objet d'une âpre bataille politique. Alors qu'Omicron représente plus de 20% des cas en Angleterre, nous l'avons déjà vu passer à plus de 44% à Londres et nous nous attendons à ce qu'il devienne le variant dominant dans la capitale dans les prochaines 48 heures. Même rush de fin d'année en Norvège, où la consommation d'alcool dans les bars et les restaurants a été suspendue et où de nouvelles règles ont été mises en place dans les écoles. Le télétravail est plus qu'encouragé, il devient obligatoire dans les entreprises où il est possible. Le pays se bat lui aussi contre la montée du variant Omicron. Ces mesures vont être en place pour 4 semaines. Le Danemark fait lui aussi avancer son programme de vaccination pour permettre à tous les plus de 40 ans de recevoir une 3e dose de rappel. Le Danemark est le 2e pays au monde, après le Royaume-Uni, en nombre de cas confirmés d'Omicron. Dans ces deux pays, un système très sophistiqué de séquençage d'échantillons permet une détection rapide des variants. Jusqu'en Chine, il a été rapporté un cas de ce variant dans la ville de Tianjin, au nord. L'évolution de la situation est suivie de très près par les autorités qui continuent de préparer les Jeux olympiques d'hiver prévus pour février. L'armée, de nouveau en renfort dans la lutte contre le Covid-19 en Suisse. Pour la 3e fois depuis le début de la crise, le pays a décidé de mettre à contribution ses soldats pour appuyer les professionnels de santé dans les hôpitaux, mais aussi en matière de vaccination. Le canton du Jura est parmi ceux qui ont dû faire appel à l'appui des militaires. Le canton du Jura était dans une situation délicate et difficile. On n'avait plus de ressources suffisantes pour pouvoir injecter suffisamment de vaccins à la population jurassienne. Et aujourd'hui, force est de constater qu'avec l'appui de l'armée, on arrive à donner un sérieux coup d'avancement dans le programme de vaccination. La semaine prochaine, on aura aussi une aide complémentaire de l'armée au niveau de l'hôpital du canton du Jura, parce que là aussi, il y a un épuisement du côté des soignants. On a de grandes difficultés, une fatigue qui s'est installée, parce que dans le fond, on a l'impression que depuis 20 mois, on n'a quasiment pas arrêté. Pour obtenir l'aide de l'armée, les cantons doivent démontrer au gouvernement fédéral qu'ils ont déjà déployé tous les moyens civils possibles pour faire face à la situation. Dans les hôpitaux publics, les opérations non urgentes doivent ainsi avoir été reportées. Par ailleurs, la Suisse a donné la semaine dernière son feu vert à la vaccination des enfants à partir de 5 ans avec le vaccin développé par Pfizer. Sergueï Tikhanovski, mari de la principale opposante bélarusse, a été condamné ce mardi à 18 ans de prison. Comme lui, d'autres blogueurs, journalistes, figures politiques ont été condamnés à de lourdes peines pour organisation de troubles massifs. En exil depuis 2020, Svetlana Tikhanovskaya a réagi en déclarant que le dictateur s'était ainsi vengé publiquement de ses opposants les plus forts. Je continuerai à défendre la personne que j'aime et qui est devenue un chef pour des millions de Bélarusses. J'essaierai de faire quelque chose de très difficile, peut-être impossible, pour rapprocher le moment où nous nous reverrons dans un nouveau Bélarus. Sergueï Tikhanovski est un youtubeur qui n'a jamais mâché ses mots contre le président bélarusse Alexandre Loukachenko, qu'il traitait de cafard à écraser. Il a été arrêté en mai 2020 alors qu'il projetait de se présenter à la présidentielle du mois d'août. Lors de son procès et de celui de ses co-accusés, les avocats de la défense ont eu l'interdiction de s'exprimer. Sergueï Tikhanovski va donc venir grossir les rangs des prisonniers politiques au Bélarus, dont l'ONG Viasna estime qu'ils sont déjà plus de 900. La Russie continue de déployer son armée à la frontière avec l'Ukraine, notamment dans le Donbass.
Selon des documents américains rendus publics en fin de semaine dernière, près de 175 000 soldats seraient en cours de déploiement côté russe. Sur ces images fournies par le ministère russe de la Défense, on peut voir des soldats effectuant des exercices sur le terrain d'entraînement militaire de Radamovsky, près de Rostov-sur-le-Don, à moins de 50 km de la frontière ukrainienne. 7 ans après l'annexion de la Crimée, la Russie serait prête pour une éventuelle escalade militaire fin janvier, assure le ministre ukrainien de la Défense, qui met également en garde l'Union européenne. L'accumulation de troupes militaires russes le long de la frontière de l'Ukraine est la preuve qu'il existe une menace non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'ensemble de la communauté européenne. La Russie dément toujours tout projet d'invasion de l'Ukraine. Ce mardi, le président Vladimir Poutine a toutefois exigé une nouvelle fois des négociations avec l'OTAN et les États-Unis pour exclure l'élargissement futur de l'Alliance à l'Est. C'est l'accord européen attendu tous les ans en décembre. Les États membres de l'Union se sont entendus après de longues négociations sur les quotas de pêche pour l'année prochaine. Les pourparlers ont commencé dimanche pour définir les captures autorisées dans l'Atlantique, la mer du Nord, la Méditerranée et en mer Noire. La rentabilité et la survie du secteur de la pêche dépendent de la santé de ces stocks. Je sais que certaines des mesures sont difficiles, mais je vous rassure, personne ne devrait réaliser ces efforts seul. Pour les pays sans ouverture maritime, ces discussions ont un enjeu limité. En revanche, pour la France et l'Espagne, la négociation est essentielle. Pour la 3e année consécutive, Madrid doit revoir à la baisse ses prises. L'accord prévoit par exemple une coupe de 8% du merlu dans le sud du golfe de Gascogne et de 5% pour la sole. Il est nécessaire de préserver les ressources halieutiques, l'économie des villes et des villages de pêcheurs, ainsi que leur mode de vie. Mais pour les ONG, les ministres doivent surtout s'engager à arrêter la surpêche, en particulier en Méditerranée. Les stocks sont menacés par les capacités de l'industrie et la pollution. Les organisations de défense de l'environnement ont mené différentes actions pour alerter les responsables. Oceana regrette que les ministres en charge de la pêche aient raté une occasion d'assurer l'exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux européennes. Au lieu de ça, ils sont allés au-delà des avis scientifiques pour 35% des poissons de l'Atlantique et ils ont manqué d'ambition sur les efforts de réduction de pêche en Méditerranée. Dans le même temps, les pourparlers se poursuivent avec Londres sur les quotas concernant les eaux partagées entre l'Union et le Royaume-Uni. La crise climatique est une crise aux enjeux sécuritaires. La Russie n'est pas de cet avis et a bloqué ce lundi une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU proposée par le Niger et l'Irlande, un projet qui voulait établir un lien générique entre le réchauffement climatique et la sécurité dans le monde. Le texte a eu la faveur de 12 membres du Conseil sur 15, mais la Russie a opposé son veto. Les victimes d'agressions sexuelles de l'ancien médecin de l'équipe féminine américaine de gymnastique, Larry Nassar, recevront 380 millions de dollars après un accord conclu avec la fédération et le comité olympique américain. Cet accord, confirmé lors d'une audience devant un tribunal fédéral des faillites à Indianapolis, vient mettre fin à une bataille juridique de 5 ans. Le train de nuit Vienne-Paris est de nouveau sur les rails depuis lundi soir. Pour ce premier voyage, il n'y avait pas foule, Covid oblige, mais moins polluant et donc plus écolo que l'avion, les trains de nuit reviennent en force en Europe. Le ministre français délégué à la transition écologique était à bord et selon lui, ce n'est que le début de l'aventure. D'ici à 2030, nous souhaitons rouvrir 10 lignes européennes et l'enjeu sera donc pour nous, tous ensemble, au niveau européen, d'arriver à la fois rouvrir ces lignes, de conquérir ses clients et puis de nous doter de nouveaux matériels roulants. Nous aurons besoin d'une trentaine de nouveaux trains d'ici à 2030. Voici les lignes de nuit existantes en Europe. Lors de ce voyage inaugural, le ministre français a aussi annoncé la mise en service prochaine de 2 autres trains de nuit pan-européens, Paris-Berlin en 2023 et Zurich-Barcelone via Lyon en 2024, tous subventionnés par le gouvernement français.
Il y a 3 ans, les trains de nuit européens étaient relégués aux oubliettes de l'économie, chassés par les vols à bas prix et les bus longue distance. Mais depuis, les pouvoirs publics tablent sur l'inquiétude face à l'urgence climatique.